Le thème du panel, c'est la place des citoyens et citoyennes face à l'évaluation des politiques publiques. C'est un panel qui arrive vraiment à point nommé après la conférence inaugurale qui était très riche, qui a vraiment indiqué les directions vers lesquelles il est important de jeter des ponts. Et donc, c'est un des principaux ponts autour desquels nous allons discuter au cours de ce panel, sur la place des mouvements citoyens dans les processus évaluatifs. Oui, en réalité, c'est intéressant de réfléchir sur la place des mouvements citoyens, de réfléchir sur la place des citoyennes et des citoyennes dans le contexte des processus évaluatifs. Mais la question, c'est toujours pourquoi le faire? Et puis, si on est d'accord il faut le faire absolument parce qu'on a des raisons, comment le faire? Parce que organiser la participation des acteurs pluriels au processus évaluatif comporte certainement des enjeux et des défis. Et donc, ce panel va essayer de réfléchir autour des principaux enjeux et des principaux défis, sans nécessairement chercher à couvrir l'ensemble de tous les débats, puisque c'est une conférence qui va être accompagnée par d'autres conférences qui sont parallèles, mais également par des communications individuelles qui vont arriver juste après. Et donc, pour cette conférence-ci, l'attendu des panélistes qui s'expriment, n'est-ce pas, sur les apports et les limites de l'implication des parties prenantes au processus évaluatif. Il y a un ensemble de questions importantes qui peuvent être posées, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on doit le faire? À quel moment on doit le faire? Avec quels outils on doit le faire? En prenant quelles précautions on doit le faire? Et pour donner des contributions à cette question, nous avons autour de la table deux personnes. Bernard Notz est économiste de formation. Il travaille depuis 1993 à la Commission européenne. Il a commencé par faire des analyses économiques des États membres et des futurs États membres. Et ensuite, il est devenu responsable de la gestion stratégique. Il s'est occupé de beaucoup de processus évaluatifs, y compris les analyses d'impact. Ce qui fait de lui donc une personne avisée pour nous donner un avis sur cette question-là. Surtout qu'il a travaillé dans plusieurs directions générales. Il est depuis 2016 membre du comité des amendes de la réglementation de la Commission. Et en cette qualité, il a participé aux analyses de qualité des évaluations d'impact et des évaluations les plus importantes. Ce comité-là a vraiment beaucoup de pouvoir dans le dispositif de la Commission européenne pour donner le feu vert pour que les résultats d'évaluation soient utilisés ou que des résultats soient rejetés pour qualité insuffisante. Donc, nous allons avoir la chance d'avoir la première communication qui va être faite par M. Bernard Notz. La deuxième communication sera celle de Mme Christine Berg. Elle est en charge de l'évaluation au sein de l'unité d'évaluation de Médecins sans frontières basée à Stockholm en Suisse. Et donc, Mme Berg est diplômée de l'Institut d'études politiques de Rennes. Elle est basée à Stockholm depuis une vingtaine d'années et elle travaille pour Médecins sans frontières depuis 2008. Donc, elle a occupé différentes positions sur le terrain, notamment à Haïti, au Niger, en RDC, au Libéria, en Afghanistan, au Pakistan et même au Kenya. Et donc, aujourd'hui, elle travaille au sein de l'unité d'évaluation de Stockholm depuis 2017. Elle va nous parler de son expertise, de son expérience multidisciplinaire en matière d'évaluation, notamment comment la place des acteurs pluriels s'est trouvée valorisée dans le contexte des évaluations. Nous avons 1 heure de discussion et donc nous allons donner d'abord la parole à nos deux panélistes, environ 15 à 20 minutes chacun. Et les participants peuvent réagir par chat au fur et à mesure que les communications ont lieu. Nous nous ferons le plaisir de relayer les préoccupations dans le cadre des échanges. Sans plus tarder, nous allons donc donner la place à M. Bernard Notz. Vous avez toute notre attention. Merci pour l'introduction, Tadé. Bonjour tout le monde. Comme Tadé a dit, je travaille
à la Commission européenne, où je suis membre du comité d'examen de la réglementation, que peut-être on n'est pas tellement connu, mais pas mal de gens nous connaissent mieux sous notre nom anglais, qui est The Regulatory Scrutiny Board. Donc c'est là que je travaille. Nous sommes une petite équipe d'experts en évaluation, analyse d'impact et gestion des politiques publiques. En partie, ces experts sont des fonctionnaires permanents de la Commission, comme moi, mais j'ai aussi des collègues qui viennent de l'extérieur pour travailler quelques années chez nous. Quand on est au complet, ce qui n'est pas le cas maintenant, on a un président, une présidente maintenant de la Commission, 3 membres qui sont fonctionnaires permanents et 3 membres externes. Donc au maximum, on a 7 membres. Dans notre travail, nous sommes complètement indépendants. La décision du président qui a constitué notre comité stipule que personne ou aucune institution ne peut donner des instructions aux membres du comité et que nous ne pouvons pas chercher ou accepter des instructions non plus. Et le mix des membres internes et externes est aussi une garantie additionnelle sur notre indépendance, mais aussi garantit qu'on a les connaissances nécessaires des processus de la commission pour pouvoir juger sur la qualité des analyses d'impact et des évaluations, parce que c'est ça bien notre tâche principale, donc vérifier la qualité de toutes les analyses d'impact et d'une sélection des évaluations les plus importantes faites par la commission. Et pour être clair sur la terminologie qu'on utilise dans la commission, donc quand je parle d'évaluation, ça concerne des évaluations rétrospectives, donc ex post. Tandis que les analyses d'impact sont des évaluations prospectives qui sont donc faites en amont et contiennent la base analytique, je dirais, pour préparer une proposition politique. Donc, on a bien ces 2 aspects. En principe, sur des politiques existantes, la Commission fait d'abord une évaluation rétrospective, donc une évaluation, avant d'entamer l'analyse d'impact. En anglais, on appelle ça evaluate first principle. Donc, on évalue avant de faire quelque chose de nouveau. Donc, ça permet d'apprendre ce qui a bien marché ou ce qui est amélioré avant de s'engager dans une nouvelle initiative. Donc, pour être clair, dans le comité d'examen de la réglementation, on ne fait pas nous-mêmes des évaluations ou des analyses d'impact. On regarde seulement leur qualité. Pas seulement, c'est un grand travail, mais on fait ça. Et comme Tadej a dit dans son introduction, quand on observe que la qualité est insuffisante, on peut arrêter le processus pour cet impact assessment ou analyse d'impact. Et si on donne un feu rouge, ils doivent resoumettre une nouvelle version du document qui, cette fois-là, on espère, sera mieux. Pour vous donner une idée de charge de travail, on analyse dans une année normale à peu près 70 cas, dont une bonne dizaine d'évaluations. 2021 est une année particulièrement chargée où on va arriver à analyser presque 100 cas. Et en moyenne, après la première soumission, on donne à peu près dans 40% des cas un feu rouge, donc un avis négatif. Donc il y a pas mal de cas qui doivent revenir. Et comme j'ai dit, c'est quand on considère que la qualité est insuffisante. Quand on examine cette qualité, aussi bien d'une évaluation ou d'une analyse d'impact, on regarde beaucoup de critères. Je vous donne quelques exemples. Quand on parle de la méthodologie, par exemple, pour une évaluation, on regarde si l'évaluation pose les questions appropriées. Ou pour une analyse d'impact, est-ce que la modélisation, par exemple, des impacts économiques est suffisamment expliquée et réaliste? Donc, on regarde la méthodologie. Un autre aspect qu'on regarde normalement, c'est surtout pour les évaluations, c'est l'utilité des conclusions. Est-ce que les conclusions reflètent bien ce que l'analyse a constaté? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Ou est-ce qu'ils essaient de présenter la performance de l'initiative un peu trop positif? C'est ce qui arrive de temps en temps. C'est un peu lié
à l'organisation de l'évaluation à la commission, parce que c'est les services qui sont responsables pour une politique ou une initiative qui doivent aussi l'évaluer. Donc, pas eux-mêmes nécessairement, mais ils doivent gérer l'évaluation. Donc, ils peuvent impliquer des consultants externes, mais c'est eux qui gèrent le processus. Donc, ça donne quand même un risque, une manque d'honnêteté, je dirais. Pour des analyses d'impact, il y a d'autres choses qu'on regarde pour la qualité. Par exemple, si les options que l'analyse d'impact considère sont bien complètes et bien déterminées, s'ils sont bien expliqués, etc. Comme j'ai dit, il y en a beaucoup. Il y a un autre élément important de qualité, et celui-là est en commun entre évaluation et analyse d'impact, et c'est la qualité de la conduite de la consultation des parties prenantes et des citoyens citoyennes, et l'utilisation de ces résultats dans l'analyse. Donc ça, ainsi, on arrive vraiment au sujet de notre panel. Donc c'est une chose importante qu'on regarde aussi quand on regarde, quand on analyse la qualité des documents. Donc maintenant, je vais d'abord vous présenter un peu brièvement le système de consultation de la Commission européenne, comment elle implique les citoyens et citoyennes dans ces évaluations et analyses d'impact. Et après, je vais vous donner les points forts et faibles qu'on a aperçus en faisant ces contrôles de qualité. Donc d'abord, le système de consultation de la Commission, il est assez complet. Il est même reconnu par l'OCDE comme le meilleur système parmi ses membres. Donc c'est un système assez bien fondé, parce que les consultations couvrent tout le cycle de préparation de la législation et aussi, comme j'ai dit, de l'évaluation. Donc il y a plusieurs formes de consultation qui sont faites. D'abord, la commission consulte tous ceux qui sont intéressés dans un sujet d'une façon ouverte à travers de son portail web, qui s'appelle Donnez votre avis, en anglais Have Your Say. Là, ils acceptent des contributions dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Et donc, sur ce site, il y a plusieurs étapes de consultation qui se font. La première, c'est que la Commission publie pour commentaire ses feuilles de route. Donc, c'est un peu le schéma de ce qu'on veut faire pour une nouvelle initiative et l'analyse d'impact, ou comment on va évaluer une initiative existante quand on fait une évaluation. Donc, ça explique un peu les grandes lignes. Et pendant une période de 4 semaines, tout le monde qui veut peut envoyer ses commentaires là-dessus. Donc, ça permet de donner des avis sur les grandes orientations de l'évaluation ou de l'initiative politique. Donc, ça, c'est la première phase, c'est très en amont. La deuxième, c'est qu'on publie sur ce même site aussi des questionnaires ouverts. Là, on le fait pour une période de 12 semaines. En théorie, une consultation ouverte est obligatoire pour chaque analyse d'impact. Et finalement, une fois que la commission a fait sa proposition de loi, il y a encore une possibilité de donner son avis pendant 8 semaines sur la proposition alors. Donc ça sont les consultations ouvertes. En plus, il y a des consultations plus ciblées, où on cherche plutôt à collecter les opinions des acteurs particulièrement touchés ou ciblés par une initiative. Et ça peut se faire sous plusieurs formes, encore des questionnaires ou des réunions d'experts ou des panels ou des réunions avec certaines parties prenantes. Donc ça peut prendre toutes les formes. Et à travers toutes ces consultations, donc les deux types, la commission tente à collecter des expériences pratiques, des suggestions, des idées, des données factuelles souvent aussi, sur les coûts des choses qu'on a fait ou qu'on veut faire, par exemple, ou aussi des opinions. Qu'est-ce que les parties intéressées pensent de certains, comment ça a marché ou comment ça pourrait marcher. Et l'objectif est bien sûr d'améliorer et compléter la base d'informations pour l'analyse.
Un autre objectif, je dirais plus stratégique, c'est de rapprocher un peu les citoyens au travail de la commission et de les impliquer d'une façon plus participative. Quand je regarde maintenant au point de vue de notre comité d'examen sur le fonctionnement du système de consultation de la commission, le point fort principal est bien son caractère universel et systématique, je dirais, de ce système. Donc, avec très peu d'exceptions, on voit que la commission fait des consultations ouvertes et ciblées pour toutes ces évaluations et analyses d'impact. Donc, c'est vraiment très généralisé. On a même suggéré à un certain moment récemment de rationaliser un peu parce qu'on considérait que c'était un peu trop complet. Surtout au niveau des évaluations, on avait des doutes si faire une consultation ouverte en ligne était toujours nécessaire ou utile pour des évaluations rétrospectives. Donc récemment, la commission a décidé d'enlever cette obligation générale, de le faire encore quand il est utile, mais ne plus faire toujours pour les évaluations. Pour les analyses d'impact, ça reste bien évidemment une obligation. Les points plus faibles, alors où on voit des problèmes ou des défis, d'abord, c'est dans la conduite des consultations, on aperçoit que ce n'est pas toujours facile ou même possible d'avoir une approche équilibrée entre toutes les parties prenantes. Certaines parties prenantes, je pense surtout aux entreprises par exemple, sont mieux organisées et ont plus de moyens de participer pleinement aux consultations en toutes ces phases. D'autres, comme les consommateurs ou des ONG environnementales ou autres, n'ont pas toujours les mêmes possibilités et ils ont moins de structures de support pour faire ça. C'est d'ailleurs une raison pourquoi la Commission supporte avec des subventions certaines organisations de consommateurs ou environnementales à travers ces programmes. Donc, pour assurer qu'ils peuvent contribuer à ces processus de consultation. Mais dans certains cas, on a quand même dû pousser les services de la Commission de faire plus d'efforts pour aussi collecter et inclure les avis des groupes plus faibles, donc moins organisés. Un autre problème de temps en temps est d'obtenir assez de contributions. La Commission conduit, comme j'ai dit, expliqué, beaucoup de consultations avec beaucoup d'étapes de consultation, ce qui génère une certaine fatigue de consultation. On a bien des consultations qui reçoivent des millions de contributions. Par exemple, la consultation sur l'abolition du changement d'heure entre l'heure d'été et l'heure d'hiver a reçu plusieurs millions de contributions. Mais on voit aussi que c'est très difficile de collecter des nombres suffisants de contributions pour des sujets plus techniques, moins sexy, je dirais. Donc là, je crois que la seule façon de promouvoir la participation est de démontrer que les contributions sont bien prises en compte et qu'elles ont un effet. Et c'est un défi pour la Commission parce que la Commission n'a pas toujours la capacité de donner une réponse individuelle à chaque contribution. Donc c'est souvent, on donne des réponses globales, ce qu'on a fait avec les contributions, mais pas individualisées. Et ça me mène à mon point final, et probablement le plus important, point faible, c'est qu'on voit beaucoup de cas où on utilise les résultats des consultations d'une façon pas optimale ou même pas correcte. Donc d'abord, il y a des cas où on voit qu'on fait les consultations requises, qu'on les présente, on présente le résumé en annexe, mais on ne les utilise pas vraiment. On ne voit pas de traces des résultats dans l'analyse d'impact ou dans l'évaluation. Donc, ça sont les cas les plus flagrants, je dirais, mais il y a aussi d'autres cas, il y en a beaucoup, où les services utilisent la consultation pour démontrer que leur initiative politique est supportée par la majorité des parties prenantes. Donc, ils disent par exemple que 80% des réponses étaient en faveur de leur option préférée. Et c'est bien sûr pas une information utile car les consultations ouvertes
ne sont pas et n'ont pas l'intention de l'être des enquêtes avec un échantillon représentant. Donc c'est clair qu'ils ne peuvent pas faire ça. Et nous insistons beaucoup et fréquemment que les résultats des consultations peuvent plutôt servir pour comprendre les points de vue des groupes de parties intéressées. Donc, je vous donne un exemple simplifié. Supposons que la Commission veut faire une proposition pour faciliter l'utilisation et l'échange des données médicales pour promouvoir le développement de nouveaux médicaments. C'est assez actuel, ce thème, avec tout ce qui concerne le Covid. Donc, dans ce cas-là, on va recevoir beaucoup de contributions de support du secteur pharmaceutique, sans doute, et aussi probablement des grandes entreprises informatiques, les grands collecteurs de données, etc. Et peut-être on va aussi recevoir quelques contributions individuelles de citoyens qui sont concernés par la protection des données privées. Mais si on prend en compte seulement la vue majoritaire des contributions, on ne va pas faire une bonne proposition qui prend en compte qu'il faut introduire des limitations pour garantir la protection des données privées. Donc, il faut utiliser aussi les vues minoritaires dans ce cas-là pour construire de bonnes options et de les analyser de façon complète. Donc, là, on doit insister beaucoup et souvent, comme j'ai dit. Donc, en conclusion, je dirais que la Commission européenne reconnaît l'importance et l'utilité d'impliquer les citoyens et les parties prenantes dans l'évaluation et le développement des initiatives politiques. Et c'est pourquoi elle a développé ce système de consultation très complet et universel. Mais en pratique, on voit quand même que ce n'est pas toujours facile de collecter ces contributions et des contributions pertinentes et de les intégrer correctement et utilement dans les évaluations et les analyses d'impact. Merci. C'est vraiment une présentation qui a permis de bien planter les décors. C'est certainement dans la phase des questions-réponses. Il y a quelques questions qui sont là, je les garde pour tout à l'heure, mais il va falloir que tu prépares des réponses pour convaincre les gens sur le mode de désignation des membres du comité, notamment les membres externes. Beaucoup d'autres questions sont là, on reviendra dessus, mais sans tarder. Tu as parlé sans ouvrir ta caméra, mais comme on te suivait très bien, ça n'a pas dérangé. Je ne sais pas si Christine va ouvrir sa caméra ou pas. On va lui laisser la parole. Christine, tu as notre attention. Que mon caméra était ouvert, hein, et celui de Christine aussi. Ah, c'est moi qui suis en difficulté alors, excusez-moi. Christine, c'est à toi. Merci beaucoup, Tadé, pour la parole et j'espère effectivement que ma caméra fonctionne pour le public. Merci beaucoup pour l'invitation, tout d'abord au RFE. Mon nom est Christine Begg et je travaille à l'unité d'évaluation de Stockholm comme chargée d'évaluation. Et nous avons nouvellement rejoint le RFE et notre domaine d'action, je tiens à le préciser dans le cadre de ce panel cet après-midi, n'est pas celui des politiques publiques. Médecins sans frontières, donc MSF, travaille dans le domaine de l'action médicale et humanitaire. Donc, nous évaluons des projets humanitaires. Néanmoins, quand le RFE nous a contactés pour ce FIFE et ce panel, il nous a paru assez évident de répondre positivement à l'invitation. Parce que notre travail d'évaluation des projets humanitaires de MSF met véritablement la question des parties prenantes au cœur de notre travail au quotidien. Et c'est un petit peu ça que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, j'ai aussi hâte d'avoir un échange d'expériences et des questions probablement après nos deux interventions. Tout d'abord, juste un petit peu pour le contexte, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Médecins sans frontières donc, est une organisation médicale humanitaire et l'évaluation au sein de MSF n'est pas encore institutionnalisée. Et évaluer n'est pas non plus une contrainte externe qui serait par exemple imposée par des bailleurs, puisque MSF dispose d'une assez grande indépendance financière. Donc, pour MSF, évaluer est plutôt un devoir qui est vraiment en lien avec la charte fondatrice et les principes d'action de MSF. On évalue pour des raisons de responsabilité, de redevabilité, d'amélioration consciente,
constante et d'apprentissage institutionnel. Ce qui implique aussi, et je pense à l'intervention très intéressante durant la conférence d'ouverture de M. Cadotte, ce qui implique qu'on a une très grande liberté par rapport à la conception et à la façon dont on mène nos évaluations, et que les évaluateurs qui travaillent avec nous ont aussi pas mal de liberté. Il y a une volonté explicite de mener à terme des évaluations par défaut de tous les projets. À l'heure actuelle, on n'en est pas encore là. L'unité d'évaluation de Stockholm travaille au sein du centre opérationnel de Bruxelles et on a évalué l'année dernière une quinzaine de projets sur une quarantaine pour le centre opérationnel de Bruxelles. Donc, on est loin d'évaluer tous les projets pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il n'existe pas encore une véritable culture de l'évaluation dans l'organisation. Et beaucoup de notre travail va dans ce sens. Essayer de faire en sorte que les évaluations soient considérées comme quelque chose de positif par les équipes de MSF, qu'elles ne soient pas mal vécues, qu'elles soient accessibles et non pas des exercices un peu technocratiques, demandés par le siège, faits par le siège. Et ce qu'on entend souvent, c'est qu'on ne veut pas que les évaluations ne soient pas lues, pas utiles et atterrissent au fond d'un tiroir. Donc, notre travail, c'est vraiment d'essayer d'éviter cela. Et pour ça, on est une équipe de 6 personnes et on accompagne les évaluations qui sont conduites par des évaluateurs externes qu'on sélectionne sur des appels à propositions. On fait le lien entre les évaluateurs et les projets qui sont évalués, qui sont souvent donc peu habitués aux évaluations. Donc, c'est assez important de pouvoir les guider dans le processus. Et on assure également un contrôle qualité. Pour instaurer cette culture de l'évaluation dont je vous parlais, qui est importante à nos yeux pour le travail que fait Médecins sans frontières, on doit s'efforcer de convaincre en fait les interlocuteurs, les projets, que les évaluations sont utiles pour eux et pour améliorer les opérations. Donc, il faut que ce soit évidemment des évaluations qui soient de bonne qualité, mais véritablement qu'elles soient utiles pour MSF, mais aussi pour l'ensemble des parties prenantes. Ça peut être, selon les contextes, les ministères de la Santé, les partenaires avec qui les projets travaillent, les patients et les communautés avec lesquelles on collabore, etc. Et au sein de mon équipe, de l'unité d'évaluation de Stockholm, beaucoup de notre challenge et de nos discussions au quotidien portent vraiment sur la meilleure manière d'y parvenir. Et c'est là, en fait, le lien avec le thème de ce panel. Aujourd'hui, on parle de l'évaluation des politiques publiques et de la place des citoyens et des citoyennes dans cela. Moi, mon intervention, c'est plus sur la place des acteurs dans les processus d'évaluation de manière générale, que ce soit les acteurs qui sont demandeurs d'évaluation, que les acteurs qui vont faire partie du processus, mais aussi les évaluateurs. Donc, tous ceux qui sont impactés et participent au processus d'évaluation. Et on en a conclu au sein de l'unité d'évaluation de Stockholm que, bien sûr, la méthodologie, la solidité des méthodes est très importante parce que ça apporte de la crédibilité aux évaluations. Mais au-delà de ça, les valeurs et l'utilisation sont très, très importantes. Et donc, une meilleure inclusion, par extension, de toutes les parties prenantes. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça signifie et comment on essaie de mieux placer ces acteurs au centre des évaluations? Ça commence sur la planification, je dirais, des évaluations avec les projets. On essaie d'influer positivement sur la demande d'évaluation, donc qu'ils en fassent la demande tout simplement, mais aussi qu'elle intervienne au bon moment. On essaie notamment d'avoir davantage d'évaluations à mi-parcours des projets, qui vont permettre d'ajuster, parfois même en temps réel, plutôt que d'attendre la fermeture d'un projet pour évaluer, par exemple. Ensuite, nos processus d'évaluation contiennent différentes étapes et on s'est rendu compte que la phase initiale était vraiment très importante pour permettre une bonne appropriation et une bonne compréhension du processus d'évaluation pour toujours travailler à instaurer cette culture de l'évaluation. On a mis en place un groupe de consultation dans chaque processus d'évaluation qui est composé en général d'à peu près 5 ou 6 personnes pour que ça reste quelque chose de gérable, avec un commissionnaire donc, qui prend la responsabilité de la demande d'évaluation et aussi du suivi,
et différentes personnes qui apportent chacune leur perspective et qui vont apporter un feedback tout au long du processus d'évaluation. Et donc, au tout début, on codéfinit avec ce groupe de consultation non seulement l'objet de l'évaluation, qu'est-ce qui va être évalué, mais aussi l'objectif et l'utilisation attendue. Et ça permet de garantir une appropriation de l'évaluation par les parties prenantes, mais aussi qu'elle soit véritablement utile et corresponde à ce qu'on en attend. Pour ce qui est de ce qui est évalué et comment, compte tenu de la nature du travail de Médecins sans frontières, on pense qu'il est extrêmement important d'accorder une attention particulière à ce qui importe et pour qui. Qu'est-ce qui définit le succès d'un projet de MSF dans un contexte donné et pour qui? Avec cette idée de ce postulat de départ que le succès d'un projet va pouvoir prendre différentes formes selon les parties prenantes. Pour un gestionnaire de projet, cela pourra être le fait qu'il ait atteint des objectifs, tandis que pour un patient, ça pourra revêtir une réalité vraiment différente. Et c'est pour ça qu'on essaie d'améliorer la prise en considération des différentes valeurs et perspectives tout au long du processus pour aussi assurer une pratique éthique de l'évaluation. On a conscience d'intervenir dans un système qui est fondamentalement déséquilibré et bourré de biais. Et je repense de nouveau à l'intervention de M. Cadoté sur la décolonisation de l'évaluation. Je pense qu'on est en plein dans ça. Et c'est pour ça qu'on est très conscient des biais qu'on peut instaurer nous-mêmes dans les processus d'évaluation. Et l'importance notamment de systématiquement évaluer la pertinence des projets. Les termes de référence sont développés pour chaque projet. Donc, on n'a pas un terme de référence standard qu'on applique pour toutes les évaluations de la même manière. Et donc, il y a une réelle réflexion sur ce que, comme je disais, le succès signifie pour un projet donné et pour qui. Alors, on utilise assez largement les critères DAC parce qu'il me semble qu'ils présentent l'avantage de se baser sur les valeurs et qui sont aussi suffisamment larges pour pouvoir être contextualisés et aussi complétés par des sous-critères, par exemple, ou d'autres valeurs lorsque c'est pertinent et nécessaire. Contrairement peut-être à d'autres organisations qui vont considérer les termes de référence comme étant un peu inscrits dans la pierre et qu'il est extrêmement important de les respecter, de notre côté, on a une vision assez ouverte par rapport aux termes de référence. On invite volontiers les évaluateurs à les challenger lors de la phase initiale de l'évaluation, dans Inception Phase, et de proposer des questions alternatives, de s'écarter des termes de référence s'ils le trouvent nécessaire, ou d'ajouter des aspects importants qui leur semblent avoir été oubliés lors de la rédaction des termes de référence. Pour nous, c'est quelque chose, oui, d'assez important. Ces évaluateurs qu'on invite à nous challenger, ils sont sélectionnés par un processus de sélection basé sur un appel à propositions. Et donc, on examine de manière anonyme les propositions qu'on reçoit. Et ensuite, on regarde aussi, bien sûr, le profil des auteurs des meilleures propositions qu'on a reçues et on les convie à un entretien. Au-delà des compétences et de l'expertise thématique qui est souvent nécessaire pour les évaluations qu'on conduit, on recherche vraiment des évaluateurs avec un véritable esprit évaluatif qui vont pouvoir prendre en considération ces différentes valeurs et les différentes parties prenantes. Et je recherche la possibilité d'avoir un échange et un partenariat tout au long du processus d'évaluation. On n'a pas toujours travaillé avec ce processus de sélection des évaluateurs, mais on remarque qu'une des conséquences positives à nos yeux, c'est qu'on travaille désormais avec davantage d'évaluateurs issus des pays du Sud, des équipes beaucoup plus diversifiées qui parfois sont composées lors des processus de sélection. Et il nous semble que ça nous permet de mieux prendre en considération les différentes parties prenantes dans les évaluations. Donc ça, c'est un aspect positif.
On travaille également beaucoup à l'accessibilité des évaluations, donc pour augmenter la connaissance des processus d'évaluation de manière générale et l'utilisation d'évaluations spécifiques en particulier. Alors, ça passe par un travail sur la langue dans laquelle sont produites les évaluations, même si l'anglais est par défaut la langue qu'on va choisir plus largement. On va considérer le besoin d'avoir des traductions pour avoir des rapports en anglais et en français pour faciliter l'accessibilité pour les missions francophones, notamment de MSF, et pour les parties prenantes sur les terrains. On publie les évaluations de manière par défaut en accès non restreint, donc vraiment 100% public. C'est seulement dans des contextes particulièrement sensibles où on peut faire le choix de restreindre l'accès aux équipes MSF uniquement. Et on organise pour faciliter cette dissémination de la connaissance et l'utilisation, différentes activités en interne et en externe, une fois les rapports finaux produits. Donc, il y a réellement cette volonté d'essayer de dépasser le rapport final en tant que tel. C'est par exemple, et alors je vous parle, le reste de mon équipe est dans un webinaire sur une évaluation qui vient d'être terminée sur le Covid justement et la promotion de la santé de manière digitale dans le cadre de cette pandémie, où les équipes d'évaluation sont invitées à présenter les résultats de leur évaluation et puis ensuite on ouvre la possibilité aux gens de poser des questions et de participer à une discussion. C'est aussi essayer de partager les résultats d'une évaluation plus largement au niveau du projet et au niveau des bénéficiaires. On a le cas d'un exemple d'un projet récemment au Zimbabwe où un flyer a été développé pour partager avec les bénéficiaires du projet les résultats de l'évaluation. Au-delà de ça, je dirais que le processus d'évaluation en lui-même nous semble très important pour ce qu'il apporte aux parties prenantes. Donc, sans attendre un rapport final, le processus est souvent riche d'apprentissage et d'ajustement en temps réel. Comme le soulignait si bien Bernard à la fin de son intervention, on rencontre pas mal de challenges, même si il y a beaucoup de points positifs et d'améliorations. Un des gros challenges, c'est le fait que les rapports restent souvent longs et assez inaccessibles. Et on a vraiment une demande des équipes d'avoir des formats plus digestes, plus illustrés, plus accessibles tout simplement. Un autre gros challenge, et ça rejoint un petit peu celui que Bernard a évoqué, c'est l'engagement des acteurs tout au long du processus, y compris les acteurs MSF qui parfois sont dans un tempo qui est différent de celui des évaluations qui demandent parfois de 6 mois à 12 mois pour être vraiment complétées. Donc, c'est important d'essayer de maintenir la mobilisation pour ne pas perdre ses interlocuteurs. Comme Bernard le disait aussi, le même challenge de notre côté, c'est l'implication des tierces parties qui, pour nous, n'est pas toujours faisable ou souhaitable selon les contextes. On rencontre des contraintes techniques, logistiques, sécuritaires, d'accès aux patients et aux communautés parfois. Et donc, on se pose toujours la question de la faisabilité de la collecte de données notamment. Et un exemple récent d'une évaluation qu'on a fait au Congo de l'épidémie Ebola, où les populations dans l'est de la RDC ont déjà énormément été sondées et sollicitées par différents acteurs et on a jugé peu opportun de nouveau aller chercher les patients et les communautés pour recueillir leurs impressions. On a préféré utiliser des données secondaires déjà existantes. Et le dernier challenge que je souhaitais partager avec vous et sur lequel je vais finir mon intervention, c'est tout simplement trouver les bons évaluateurs avec lesquels on peut collaborer, qui ont vraiment une réelle réflexion évaluative et qui sont capables de dépasser parfois les cadres qui sont peut-être un peu contraignants et culturellement très chargés des valeurs du Nord, qui sont souvent celles des bailleurs de fonds notamment. Donc, c'était le dernier point que je voulais soulever avec vous. Merci beaucoup et j'espère avoir plus ou moins respecté les 15 minutes. Tadé. Oui, les 15 minutes ont été bien respectées, Christelle.
Merci beaucoup pour cette présentation qui vraiment a bien articulé cette expérience de Médecins sans frontières par rapport à l'implication des acteurs pluriels dans les processus d'évaluation et surtout qui se termine avec une note qui peut susciter l'intérêt et l'attention de la communauté des professionnels de l'évaluation. Vous signalez que parfois, vous avez le défi de trouver des bons évaluateurs. Donc, ça doit également interpeller. Maintenant que ces deux présentations ont été faites, il y a une série de questionnements qui reviennent. Je vais peut-être passer en revue ces questionnements. Et comme ça, les deux panélistes peuvent réagir chacun sur ce qu'ils pensent le concerner directement et éventuellement également réagir par rapport à ce que l'autre panéliste a dit. Mohamed nous dit, c'est quoi la qualité d'une évaluation? C'est une question provocatrice, mais qui a toute sa place. Senghor pose la question du profil des membres du comité, le fameux comité à la Commission européenne qui s'occupe d'évaluation, notamment quel est leur profil et comment sont-ils désignés. Mamadou insiste également à ce sujet. Je pense qu'il s'agit surtout des membres externes. Comment sont-ils choisis? Et Babacar veut savoir comment est-ce qu'on peut demander à des personnes qui n'ont pas participé à la conception d'une évaluation, qui n'ont pas participé à la collecte des données, qui n'ont pas participé en amont. Comment peut-on demander à ces personnes-là de réagir sur les résultats? Babacar dit d'autant plus que nous sommes dans un contexte où il y a une faible culture de l'évaluation. Comment peut-on demander, notamment dans un contexte aussi où il y a une forte fracture numérique, où très peu de personnes ont accès à Internet, etc. Abdul Karim pose la question de l'implication des populations à l'évaluation des politiques publiques quand ces populations n'ont pas été impliquées, ne connaissent pas les orientations des dites politiques publiques. Comment peut-on leur demander de donner des avis alors qu'ils ne savent pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants de ces politiques-là? Kapti, Komlan Agwe, dit que, à son avis, les cadres juridiques sont bien en place dans certains pays et il y a même la volonté politique d'impliquer les citoyens dans les processus évaluatifs, mais les mécanismes sont si complexes que très peu y parviennent. Est-ce que vous pensez que comment est-ce qu'on peut réagir à ce problème? Mamadi Zeba, je voudrais savoir comment est-ce qu'on prend en compte l'influence des acteurs sur la qualité du processus évaluatif, pendant que Cécile souhaiterait avoir des précisions, si possible, sur le concept de valeur qui a été utilisé plusieurs fois. Pouvez-vous préciser ce concept de valeur? Voilà quelques-unes des préoccupations qui ont été relevées par les participants et les participantes. Peut-être qu'on va d'abord donner la parole à Bernard pour qu'il puisse donner quelques éléments de réponse. Bernard, vous avez la parole. Oui, merci Tadé. Il y a une question très spécifique sur comment les membres de notre comité sont désignés et quel profil nous avons. Le profil qu'on cherche, c'est d'avoir des profils variés un peu, hein, parce que de ne pas avoir 7 personnes avec le même profil, parce que on doit apprécier des évaluations et des analyses d'impact de tous les sujets, hein. Donc on voit tous les sujets qui passent, qui sont décidés par la commission, hein. Donc c'est assez large. Donc on cherche d'avoir des profils un peu différents. Donc moi je suis économiste, j'ai des collègues qui sont juristes, j'ai des collègues qui sont spécialisés dans le télécom. Donc j'ai eu une collègue qui était plutôt spécialisée dans le transport. Donc on cherche un peu d'avoir des profils divers. Normalement, ce sont des personnes qui ont une certaine expérience, une connaissance de d'évaluation ou d'analyse d'impact, bien sûr, mais avec souvent d'autres connaissances aussi. La procédure de désignation est assez similaire pour les membres internes et externes. Donc, c'est un appel ouvert aux candidats.
Pour les membres internes, c'est bien sûr publié en interne. Pour les membres externes, c'est publié sur les sites de la commission et même dans la presse, dans certains hebdomadaires ou journaux. Et puis, dépendant du nombre de candidats, mais typiquement, je dirais pour les postes externes, on reçoit une centaine de candidats souvent. Donc, on fait une sélection sur CV d'abord, et puis il y a des interviews, plusieurs interviews, et puis finalement, il y a une interview avec la présidente maintenant, donc qui finalement décide qui va être engagé. Donc, mais comme j'ai dit, on cherche d'avoir certains équilibres en profil, en provenance, etc. Donc d'avoir une certaine diversité dans le comité. Il y avait aussi des questions sur la qualité. Et comme Christian a déjà dit, pour nous aussi, ce qu'on cherche surtout, c'est d'avoir des analyses utiles. C'est différent un peu pour les évaluations et les analyses d'impact, ce qu'on attend par ça. Hein. Donc, pour une évaluation, comme j'ai dit dans mon introduction, on cherche surtout, je dirais, l'honnêteté sur comment ça a marché, quels sont les points à améliorer, qu'est-ce qui a marché bien, mais surtout, qu'est-ce qui a amélioré, parce que c'est toujours dans un cycle d'amélioration qu'on fait des évaluations. Hein. Pour les analyses d'impact, c'est surtout que ça doit être utile pour les décideurs, donc les politiciens, aussi bien à la Commission qu'au Parlement européen qu'au Conseil européen, au Conseil. Donc ça doit leur donner les éléments d'analyse qu'ils ont besoin pour faire leur choix, pour faire une décision. Donc idéalement, on analyse dans l'analyse d'impact toutes les options utiles. Donc c'est pas bien quand après les politiciens viennent et si on fait ça, quelles seraient les implications de ça? Idéalement, c'est déjà analysé dans l'analyse d'impact. Donc c'est comme j'ai dit, c'est l'utilité qui est important. Pour les évaluations, on utilise aussi les critères DAC adaptés un peu, je dirais. Donc la commission utilise 5 critères, l'effectivité, donc l'efficacité, efficiency en anglais, donc la cohérence interne et externe, donc entre les politiques ou les programmes. La valeur ajoutée de l'Union européenne, ça c'est un spécifique parce qu'on doit toujours montrer que l'Union européenne est bien le niveau approprié pour faire l'action, que c'est pas mieux fait par les États membres eux-mêmes. Donc ça c'est un spécifique. Et puis la pertinence, donc ça c'est en regardant vers l'avenir, est-ce que les besoins ont changé entre-temps, qu'on doit encore, et si oui ou non ça reste pertinent. Donc ça sont un peu les critères qu'on utilise et la qualité. Il y avait aussi une question, j'ai vu qu'est-ce qui se passe avec les évaluations et analyses d'impact qui ont reçu un feu rouge de notre comité. C'est un peu, dans les détails, c'est différent entre évaluation et analyse d'impact. Pour les évaluations, quand on donne un feu rouge, ça veut dire que le service a le choix de continuer avec le feu rouge et publier son évaluation quand même, en sachant que notre opinion, ça publie aussi, hein, notre opinion négative sera publiée aussi. Ou de resoumettre une nouvelle version en espérant que cette fois-ci, ils vont recevoir une opinion positive. Donc ça, c'est pour les évaluations. Pour les analyses d'impact, c'est un peu différent. Comme j'ai dit, là, on a vraiment un pouvoir d'arrêter le processus. Donc, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent continuer, ils doivent resoumettre une nouvelle version qui, dans la plupart des cas, reçoit la deuxième fois, est améliorée assez pour recevoir une opinion positive cette fois-ci. On a quelques cas, mais ils ne sont pas très, très fréquents, 1 ou 2 par an, où on donne une deuxième négative.
un deuxième feu rouge. Dans ce cas-là, ça revient au niveau politique, donc au commissaire, pour décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette initiative. Ils veulent continuer en expliquant comment ils vont prendre en compte les remarques du comité, de notre comité. Est-ce qu'ils demandent au comité exceptionnellement regarder une troisième version, ce qu'on normalement essaye d'éviter, parce que c'est pas toujours en faisant de petits pas qu'on arrive à un bon produit. Donc, mais ça arrive, et il y a des cas où on regarde une troisième fois. Ou il y a aussi la possibilité théorique au moins d'arrêter avec l'initiative, que s'ils n'arrivent pas à bien expliquer pourquoi ils font quelque chose ou faire une bonne analyse qui soutient l'initiative, ça arrive qu'on arrête. Ou ce qui est plus fréquemment, peut-être, c'est qu'on enlève les parties où on a le plus de doutes. S'il y a une certaine partie où le comité dit c'est vraiment pas bien analysé ou pas bien argumenté, qu'on enlève cette partie-là et on continue avec les parties moins controversées, je dirais. Il y avait aussi des questions sur l'implication des personnes qui ne connaissent pas très bien les politiques ou qui n'ont pas les moyens. L'Union européenne travaille surtout pour les 450 millions habitants de l'Union, bien sûr. Et c'est clair, on ne peut pas penser qu'il y aura 450 millions de contributions utiles. Donc, c'est surtout, on cherche des contributions utiles. Donc, ça veut dire des contributions quand même, des gens qui comprennent de quoi on parle, qui savent, qui ont une vue sur comment ça leur concerne, etc. Donc, on ne cherche pas vraiment d'avoir des avis non informés. On cherche plutôt les avis informés, je dirais, que les non informés. Pour des pays tiers, il y a des cas où on a besoin des vues des pays tiers, parce qu'il y a des politiques de l'Union qui concernent le Sud ou d'autres pays. Et là, c'est pas toujours facile. Donc, on essaye d'organiser ça, mais c'est pas toujours facile parce que, comme vous dites, il n'y a pas toujours les mêmes habitudes dans des pays tiers pour répondre à des enquêtes en ligne, etc. Donc, c'est pas toujours très facile, non. Ça, c'est clair. Peut-être je laisse un peu de temps à Christine aussi. Merci beaucoup, Bernard. Non, ça m'a donné l'occasion de tousser tranquillement. J'attends, je suis un petit peu malade en fait, donc désolée si j'ai des quintes de toux pendant que je vais essayer de répondre aux questions qui ont été postées et de compléter sur ce que vous avez déjà développé. Alors, il y avait une question de Cécile Gérard de Saint-Nazaire. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par valeur? Effectivement, j'ai beaucoup utilisé le mot valeur dans mon intervention. Et en fait, par valeur, j'entends au final quelque chose d'assez simple qui est le fait de considérer différentes perspectives, le fait de reconnaître que chacun a un prisme à travers lequel il regarde une réalité. Et donc, par exemple, moi, en tant que chargée d'évaluation pour MSF, quand je développe avec le groupe de consultation, par exemple, les termes de référence, j'applique déjà un certain prisme de ce que je considère comme étant important de poser comme question d'évaluation, par exemple. J'ai aussi un certain prisme quand j'analyse les propositions qui nous arrivent et ce que je considère comme important en termes de méthodologie pour la collecte des données, par exemple. Et donc, l'idée, en étant conscient de ça, c'est de laisser le champ ouvert à d'autres perspectives, d'autres valeurs. Et notamment, c'est là que le rôle des évaluateurs est très important, de nous challenger. Surtout, c'est toujours une valeur ajoutée qui vient de l'extérieur, je dirais. Il faut néanmoins pouvoir bien comprendre MSF en tant qu'organisation, pour pouvoir aussi comprendre les valeurs de l'organisation, mais aussi de les challenger.
C'est aussi, et ça fait de nouveau écho à la conférence d'ouverture pour ceux qui l'ont suivi, au fait de prendre en considération les valeurs locales, les valeurs indigènes des différentes populations avec lesquelles Médecins sans frontières travaille. Et le fait au final que d'un point de vue de l'évaluation, la définition de ce qu'est la qualité, la performance, le succès, prend différentes formes. Et j'ai un de mes collègues qui, et je le remercie pour cette métaphore qui je pense est très utile. Par exemple, le café, chacun a différentes manières d'apprécier un bon café. Pour certaines personnes, il faudra qu'il soit fort et sucré. Pour d'autres, il faudra qu'il soit long avec du lait, corsé, de torréfication différente. Voilà, et ramener aux évaluations, c'est la même chose. Un projet pourrait être considéré comme un succès d'un point de vue des gestionnaires de projets de MSF, mais si on demande aux patients, leur définition du succès ou de l'échec d'ailleurs pourrait être très différent de ce à quoi on s'attendait ou on avait pensé. Et pour nous, une évaluation vraiment est un échec ou a des faillites et n'est pas éthique si elle ne s'ouvre pas suffisamment à toutes ces différentes valeurs. Donc, c'était une réponse assez longue à une question qui était courte et précise, mais j'espère que ça a permis de clarifier un peu ce que j'entends par là. Ce final assez simple. Et il y avait une autre question, peut-être que j'en profite pour répondre à cette autre question, de Mohamed Ali, qui demande, avez-vous parfois des enfants parmi les parties prenantes d'une évaluation? Et si oui, comment vous vous êtes pris pour les impliquer dans le processus et leur partager les résultats? C'est une question intéressante. Pour avoir un processus éthique en termes d'évaluation, si on implique des personnes mineures, il faut un processus très, très robuste en termes de comité de validation éthique des processus. Et donc, dans la mesure du possible, quand ce n'est pas absolument nécessaire, on essaye d'éviter d'impliquer des mineurs dans les processus d'évaluation, tout simplement parce que ça implique énormément de complexité et aussi de passer par leurs ayants droit, leurs parents ou leurs représentants légaux. Et donc, ça complexifie énormément les choses. Cela dit, si un projet est spécifiquement pédiatrique, par exemple, on va passer par ce processus de Ethical Review Board, comité de revue éthique en français, j'imagine qu'on dit, et on va le faire. Et ça peut être le comité de revue éthique propre à Médecins sans frontières, ainsi que le comité de revue éthique du pays dans lequel se trouve le projet, puisqu'on a besoin de données médicales. Mais de manière générale, vu la nature des projets de Médecins sans frontières, il y a toujours cette composante assez importante de confidentialité et d'éthique, puisqu'on touche à des données de patients, des données médicales confidentielles. Et alors, au-delà des enfants, ça peut être tout ce qui est les projets liés aux violences sexuelles, où c'est très, très sensible, les projets où il peut y avoir des interruptions de grossesse pour différentes raisons, ça peut être aussi sensible. Donc voilà, c'est pas seulement les enfants. Mais j'ai un exemple que je vais peut-être profiter pour partager, un exemple concret, si ça marche. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Je n'arrive pas à cliquer dessus. Je voulais vous partager l'exemple du flyer qui a été développé pour un projet au Zimbabwe, un projet qui était justement pour des adolescents, la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Et donc, ils ont été inclus dans l'évaluation, lors de la collecte des données. Et ils ont aussi été inclus lors de la restitution des résultats de l'évaluation, avec un petit flyer, parce que pour le contexte, on pensait que c'était le plus adapté, qu'ils peuvent prendre, lire, rapporter chez eux. Et donc, c'est juste une page A4 décrivant le projet de lequel ils ont été patients et aussi les résultats de l'évaluation qui a été conduite et pourquoi elle a été conduite. Voilà, j'espère que ça a répondu aux questions qu'il y avait. Merci beaucoup, Christine. Merci pour ces éléments-là. J'aimerais ajouter, n'est-ce pas, à la suite des éléments que tu as donnés sur l'implication des enfants au processus évaluatif, que c'est une question effectivement d'actualité. D'ailleurs, la question vient d'être soulevée sur notre forum par Ian
Obout et par Mohamed Ali Hamada. Ils ont parfaitement raison. Même le flyer que tu proposes de présenter là, je suis persuadé que nous pourrions le regarder ensemble au panel de deuxième jour, le jeudi, le 9, à la même heure qu'aujourd'hui. Là, il y a un panel qui est vraiment consacré aux populations à risque et où nous attendons M. Kinda Ousseni, qui est un expert sur cette question-là et qui va partager son expérience avec les participants. Et ceci nous conduit pratiquement à la fin de notre panel. On peut dire que vraiment c'est clair que les commentaires tentent à indiquer qu'il est pertinent d'associer les acteurs pluriels, les citoyens et les citoyennes, mais qu'il faut surtout s'assurer, premièrement, que les citoyennes aient une certaine connaissance des politiques qu'on veut évaluer. Il ne faut pas les impliquer sans qu'ils aient une connaissance de ces politiques ou de ces projets. Deuxièmement, il faut s'assurer de les associer au début du processus pour qu'ils soient vraiment impliqués tout au long du processus, depuis la conception de l'évaluation, les thèmes de référence, etc., la collecte de données. Et enfin, les mécanismes d'implication sont encore complexes. Il faut faire un effort pour décomplexifier ces mécanismes-là, de manière à ce que les avis informés deviennent de plus en plus nombreux que les avis non informés. Pour le moment, si on fait une demande d'implication sur Internet dans les pays du Sud, on a le risque d'écarter de la participation d'une frange importante de la population en raison de la fracture numérique. Donc, c'est sur ces termes, en remerciant les participants, en remerciant les panélistes, en remerciant les participants et participantes pour leurs questions, en remerciant les organisateurs également pour la confiance qu'ils nous ont attribuée pour animer ce panel. C'est sur ce point que nous allons mettre un point final à notre panel. On a une pause de 15 minutes, je pense, et la suite continue avec les communications individuelles. Rendez-vous à tout à l'heure. Au revoir.